Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur le thème du partage de la valeur que j'ai le plaisir de vous présenter avec ma collègue Karine Peter. Salut Karine. Bonjour à tous. Et également avec Franck Michon et Jérôme Charvenet du CIC. Bonjour. Bonjour Franck et Jérôme. Bonjour. Alors un petit mot d'introduction avant de rentrer dans le vif du sujet, simplement quelques petits détails techniques. Sachez que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le voir en replay ou le partager en replay. Vous recevrez, pour tous ceux qui le suivent en live, là, vous recevrez un petit lien de la part de Webikeo. Vous pourrez aussi télécharger le support en PDF qui vous est présenté là. Et n'hésitez pas à converser dans le chat sur la droite de votre écran normalement. On va faire une présentation d'à peu près 45 minutes et on aura à peu près un quart d'heure de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions tout au long de la présentation. Elles seront traitées à la fin, c'est plus facile, ça évite de hacher la présentation. Donc, mais n'hésitez pas à les poser tout du long, on les mettra de côté pour répondre juste après. Voilà. Karine, je te passe le micro. Merci bien. Et moi, je vous retrouve à la fin du webinaire. Okay. Bonjour à tous et on est ravis de vous accueillir ici. À l'IRC, on est un institut de formation et on accompagne les dirigeants en stratégie d'entreprise. Et moi, je m'occupe plus particulièrement des thématiques autour du management et de la finance. Et en ce sens, on s'appuie sur de nombreux partenaires de qualité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a décidé avec le CIC de vous proposer cette thématique qui est importante puisque elle va vous concerner. En tout cas, elle vous concerne tous déjà dès ce début d'année, puisqu'il y a une forme d'obligation qui est en train d'arriver autour de ce sujet. Et je laisse la parole à mes deux super partenaires du CIC, Franck et Jérôme. Merci. À vous, messieurs. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Franck Michon, je suis le responsable au sein du CIC Lyonnaise de Banque d'une équipe qui traite les sujets de rémunération, de protection sociale avec des solutions RH. Et je suis accompagné de Jérôme Charvenet, qui est mon collaborateur de Nîmes, du sud de la France, et qui partagera avec moi cette présentation sur la loi sur le partage de la valeur, qui est un sujet d'actualité où on a du grain à moudre toute l'année. Alors, du coup, on souhaitait. Je présente mon équipe rapidement et ce sur quoi on travaille. On est des spécialistes RH en fait. On est un peu des consultants RH sur des solutions où on accompagne nos entreprises qui actuellement vont de 1 salarié à 40 000. Donc, on fait le grand écart, même si la cible classique et on accompagne surtout nos PME, ETI sur ces sujets et on est des spécialistes en solutions de rémunération. Ça veut dire qu'on peut accompagner nos collaborateurs, les entreprises clientes de tout type sur de la prévoyance, de la santé, bien évidemment, c'est la protection sociale, de la retraite sup, tout ce qui est le volet épargne retraite, épargne salariale. Et on est capable aussi de travailler sur des tickets restaurants et du haut de bilan avec de l'actionnariat salarié, où nos entreprises parfois nous sollicitent sur comment ouvrir le capital à ses collaborateurs sur une population ciblée ou pour l'ensemble des collaborateurs, France et international. Donc, on fait un peu le grand écart en solutions RH avec des centres de métiers CIC Crédit Mutuel qui nous accompagnent sur tous ces sujets-là. On gère le couteau suisse complet de ces outils de rémunération. Rentrons dans le vif du sujet. La loi sur le partage de la valeur est une loi qui est parue en novembre 2023. Et comme chaque fois qu'il y a une loi avec un grand pavé, on reçoit des décrets d'application au fil du temps. Mais en 2023, signature de l'ANI, donc cet accord spécifique qui va pas bouleverser, mais bien modifier le périmètre des entreprises sur ce volet épargne salariale, avec des projets de loi qui sont parus au fil de l'année. Et à partir du mois de novembre, effectivement, adoption de la loi. Alors même si en droit social, on a attendu pendant des mois et des mois certains décrets d'application, des questions-réponses du ministère de l'Emploi qui étaient complémentaires, mais en tout cas, le fait est que maintenant tout est vraiment paru et que on sait exactement sur quoi on doit travailler cette année, avec de la mise en œuvre sur 2025 et des obligations qui sont sur 2025. Alors je dis obligations, mais on va se rendre compte que moi je vois ça plus comme une opportunité, parce que si vous rentrez bien dans la cible des choses que vous devez mettre en place, c'est qu'en fait tout va plutôt bien et qu'on va rajouter un peu de peps dans les rémunérations de vos collaborateurs avec une enveloppe complémentaire qui passera très très bien. Mais c'est mon côté commercial de transformer une obligation juridique en opportunité managériale, mais je le vois un peu comme ça en tout cas. Le constat, c'était quoi? C'est que les grandes entreprises, que toutes les sociétés de plus de 50 salariés, depuis 1968,
année De Gaulle et participation bénéfice. Depuis cette année-là, toutes les entreprises de plus de 50 salariés avaient l'obligation d'avoir de la participation bénéfice et on a enchaîné sur la mise en place de PE. C'est le grand classique. C'est ce fameux seuil de 50 salariés qu'on a toujours bien ciblé pour la mise en place de CE et de CSE, et même si maintenant les cuts sont en dessous. Mais la strate en dessous des petites entreprises de 11 à 50 salariés, rentrons dans le vif du sujet, est très peu équipée. Il n'y a que 20% de ces sociétés-là qui ont déjà mis des mécanismes en place pour leurs collaborateurs, et alors que 88-90% des grands groupes, des sociétés plus importantes, ont déjà des choses. Donc, il n'y a pas de vernis de base, il n'y avait pas d'obligation. On était sur du volontariat complet sur ces systèmes-là. Ce qu'on avait obligé à toutes les entreprises depuis déjà quasiment 10 ans, c'était d'avoir de la mutuelle pour tous les collaborateurs et d'avoir souvent un régime de prévoyance, au moins pour les cadres et parfois pour les non-cadres. Mais là, cette loi travaille cette strate de 11 à 50 salariés. Donc, du coup, c'est la grande nouveauté de ce périmètre-là. Merci Franck. Et donc, là, on va attaquer sur les dispositions de cette loi partage de valeur et celle que vient d'évoquer Franck qui concerne les entreprises de 11 à 49, qu'on a appelé nous la mesure phare. C'est l'obligation, effectivement, mais je le vois comme Franck, c'est plutôt une opportunité, pour les entreprises qui dépassent ce seuil de 11 salariés, de mettre en place un dispositif de partage de valeur, et on évoquera lesquels et de quelle manière ils doivent être mis en place, dès lors qu'elles ont un niveau de rentabilité minimum. C'est-à-dire qu'il y a une double condition. L'effectif, certes, mais également, vous le voyez à l'écran, la nécessité d'avoir un bénéfice net fiscal qui soit au moins égal à 1% du chiffre d'affaires hors taxe pendant 3 exercices consécutifs. 3 exercices consécutifs, ça veut dire tout simplement que si on passe sous ce seuil-là sur une année, on recommence à compter à partir de 0 et il faut à nouveau avoir 3 exercices de suite pour être à nouveau soumis à la loi partage de valeur. Bien évidemment, les entreprises, ça c'est la partie à droite du slide, qui sont déjà couvertes par un des 4 dispositifs visés par la loi, n'ont pas forcément à en remettre un en place. Ce sera de manière purement facultative. Mais voilà un petit peu le cadre et la strate des entreprises qui vont être concernées par l'obligation, au-delà des entreprises de 50 salariés qui, comme le rappelait Franck, sont normalement couvertes par de la participation depuis les années 60. Donc cette obligation, on l'a dit en introduction, elle entre en vigueur en 2025 et plus précisément, elle entre en vigueur pour les exercices qui sont postérieurs au 31 décembre 2024. C'est-à-dire qu'une entreprise voit son obligation commencer au 1er janvier 2025 dès lors qu'elle a un bilan qui clôture au 31 décembre. Si par contre, elle clôture au 31 mars, l'obligation rentre en vigueur au 1er avril 2025. Si elle clôture au 30 septembre, c'est au 1er octobre 2025 qu'il faudra se poser la question de la mise en place d'un petit dispositif. Même si, et Franck ne me contredira pas sur le sujet, il est quand même plus pertinent d'être en amont pour venir choisir le dispositif qui colle le mieux à l'entreprise elle-même. Souvent, des entreprises nous demandent ce qui se pratique de manière générale dans des sociétés de même taille. On répond assez fréquemment qu'il n'y a pas de choses type et que c'est en discutant, en ciblant l'activité de l'entreprise, comment les collaborateurs sont rémunérés, qu'on va choisir le dispositif le plus pertinent dans le cadre de cette loi partage de valeur. Et ces 4 dispositifs, ce sont ceux que vous voyez affichés à l'écran. La participation, qu'on a évoqué brièvement, mais que Franck va détailler. L'intéressement, que certains peut-être connaissent déjà. L'abondement dans les plans d'épargne salariale. Et enfin, la fameuse prime Macron, que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà, est un des 4 dispositifs de partage de valeur. Donc on y reviendra. Et on reviendra également sur son traitement fiscal et social qui, pour certaines sociétés, a un peu changé, et ce, dès 2024. Ces 4 scénarios sont à l'écran. C'est presque le schéma qui se suffirait à ce qu'on va vous dire pendant quasiment 1 heure. C'est la synthèse de tout ça. C'est la synthèse de se dire j'ai 4 scénarios à ma disposition dans la partie entreprise à droite. Abondement, participation, intéressement, prime de partage de la valeur. Je dois en choisir un. Je peux potentiellement en cumuler 2 dans certains cas. Et je vais mettre ce couteau suisse en place auprès de mes collaborateurs. Quand je dis couteau suisse, c'est que vous voyez, vous avez des carrés de différentes couleurs. Oui,
l'avantage de ces 4 flux qui viennent de l'entreprise, c'est que potentiellement, on va pouvoir mettre en place un plan d'épargne d'entreprise, un produit retraite pérécole, et que les collaborateurs vont pouvoir placer ces primes ou les toucher en paiement immédiat en fonction des cas, et que on laisse vraiment le choix aux collaborateurs de prendre des primes cash, parfois pour la participation, la PPV et l'intéressement, ou de placer ces primes dans un plan d'épargne d'entreprise, blocage 5 ans avec CS4 déblocage anticipé, ou de placer dans un produit retraite pérécole. En tout cas, chaque salarié va faire ce qu'il veut de ses primes, mais il aura à sa disposition ces dispositifs pour placer, investir et gérer sa fiscalité, gérer son épargne comme il le souhaite. On voit aussi dans la partie épargnant à gauche, que dans un pérécole, on peut faire des versements libres défiscalisants, qu'on peut potentiellement basculer des jours non pris quand on n'a pas réussi à prendre tous ses congés, qu'on peut rapatrier un ancien produit retraite d'une ancienne vie qu'on aurait eu chez un autre employeur ou bien à titre personnel, toute la famille des PERP, des PER1, des articles 83, des PERCO-péricoles. Tous ces flux retraite peuvent être rapatriés pour avoir un seul prestataire qui gère tout. Un ancien PE, un ancien péricole peuvent se rapatrier. Beaucoup de choix à disposition des collaborateurs où tout est placé principalement sur des supports dédiés à l'épargne salariale. On verra tout à l'heure qu'il y a beaucoup de cas de déblocage anticipé dans un PE, il y en a moins dans un péricole, c'est un volet retraite. Mais c'est l'occasion de mettre ce vernis de base auprès de vos collaborateurs pour continuer à les motiver, fidéliser, à conserver ces collaborateurs. Ça coûte moins cher de chouchouter ces collaborateurs existants plutôt que d'investir et de recruter, en tout cas, et d'avoir lors d'un entretien de recrutement, le fait de pouvoir dire oui, nous avons de l'épargne salariale en place, un PE, un péricole, et potentiellement de l'intéressement ou de la participation, c'est parfois le petit plus pour le package salarial et l'étoffer un petit peu. Voilà, en tout cas, mémorisez bien cette synthèse-là. Les 4 scénarios sont à l'écran. Il faudra en choisir un et on va vous les détailler à partir de maintenant. Je commence par la participation bénéfice. Je disais que c'est un mécanisme qui existait depuis 1968 et qui dit que si je peux répartir les bénéfices de mon entreprise avec une formule comptable très savante, la moitié des bénéfices fiscaux moins 5% des capitaux propres par la masse salariale divisée par la valeur ajoutée. C'est une famille assez complexe, mais qui fait que dès que je gagne de l'argent, dans les faits, on a assez souvent en tout cas, une enveloppe que je vais répartir auprès de mes collaborateurs. Bon, l'avantage de scénario 1, c'est qu'à la base, on est sur un accord collectif qu'on va mettre en place, signé avec mes collaborateurs, mais où je peux garder la formule existante. Donc, il n'y a pas de débat de choisir des critères, des enveloppes, quoi que ce soit. Cette enveloppe-là, c'est du clé en main et je la mets en place avec une formule assez classique. Je peux modifier cette formule en l'améliorant, en modifiant un coefficient, par exemple, ou en la minorant. C'est la première fois en participation au bénéfice que je peux minorer cette formule pour moins de 50 salariés. C'était complètement illégal avant. On avait vraiment un socle de base qu'on devait mettre en place. Là, vous avez le droit de modifier cette formule en la minorant. En tout cas, un accord collectif spécifique avec une enveloppe à analyser. Je vous invite, pour vérifier quelle sera l'enveloppe, à vraiment voir avec vos experts comptables ou vos directeurs financiers pour analyser qu'est-ce que ça va générer comme enveloppe, parce que le seul petit risque, c'est d'avoir des choses qui seraient trop importantes. Vous ne pilotez pas tellement le résultat, en tout cas, ça veut dire que si on part sur du 2 mois de salaire parce que la rentabilité de votre structure est énorme, ou si ça fait juste 35 €, voilà, ça mérite en tout cas une bonne analyse financière et comptable avec des bonnes simulations pour vérifier quelle est cette enveloppe-là. En tout cas, l'accord collectif en lui-même est assez simple et on peut répartir les primes par rapport au temps de présence, au salaire, ou de façon égalitaire, ou un mix de tout ça. Mais voilà, c'est l'accord presque le plus simple des 4 scénarios en tout cas, parce que la formule existe déjà, on peut un peu la minorer ou la majorer, et souvent on utilise cette formule-là. C'est pas parce que j'ai moins de 50 salariés que je n'ai pas le droit de mettre en place de la participation bénéfice. Ça s'appelle une formule dérogatoire possible et facultative, mais ça fait partie des 4 choix que vous avez à votre disposition, où effectivement c'est expérimental pendant une durée de 5 ans cette loi, mais j'ai quelques clients déjà qui ont choisi la mise en place de ce genre d'outils. Surtout que parfois, dans un même groupe, vous avez des sociétés qui ont plus de 50 salariés, qui ont déjà la participation, et les moins de 50 qui n'avaient aucun mécanisme, ce qui faisait un petit peu de notion d'inégalité salariale par rapport à ces obligations. Donc, mettre en place aussi de la participation pour le moins de 50 salariés est parfois cohérent dans un organigramme de groupe où il y a différentes structures de différentes tailles. Le forfait social est à 0. Voilà, notez-le en tout cas, que pour les moins de 50 salariés, tout ce qu'on va vous dire sur cette obligation de 11 à 50 salariés a un point commun qui est quand même assez intéressant, c'est que c'est chargé à 0%.
Vous le voyez bien à l'écran, dès que je dépasse le seuil de 50 salariés, je suis chargé à 20% sur un PE et à 16% sur le péricole, sur tout ce que je vais générer en prime de participation. Pour le moins de 50 salariés, on est à 0% dans les deux cas. Donc l'enveloppe cadeau que je dois rajouter sera soumise à une taxe de 0%. Ce qui veut juste dire que, certes, je vais devoir générer un petit cadeau de rémunération en plus, une enveloppe, un budget cadeau, mais qui coûtera moins cher que du bonus, du variable, des primes individuelles. Même s'il faut conserver les primes individuelles et que tout ce qu'on va vous présenter n'a pas vocation à se substituer à des primes récurrentes, mais le coût de cette enveloppe est forcément moins cher qu'un salaire classique ou une prime chargée à 45-50%. Franck a évoqué avec vous la participation, premier des 4 dispositifs de partage de valeur. Et vient de l'évoquer, ça reste finalement l'application d'une formule sur vos résultats. Donc formule légale, un peu complexe, mais qui a le mérite d'exister, ou formule dérogatoire, à la hausse forcément pour les entreprises de plus de 50, à la baisse potentiellement pour les autres. Mais c'est une formule de calcul et vous ne maîtrisez pas plus que ça, finalement, l'enveloppe que vous allez distribuer. Dès lors qu'il y a du résultat, on applique la formule. Le deuxième outil, qui est très très retenu dans les entreprises de moins de 50 quand elles sont équipées, voire de taille plus importante, c'est l'intéressement. L'intéressement a une autre vocation, c'est une autre philosophie que la participation, puisque là on va parler de performance. L'accord d'intéressement consiste, contrairement à la participation, à aller définir vous-même des objectifs qui peuvent être quantitatifs, qui peuvent être même qualitatifs, et votre prime d'intéressement que vous déterminez aussi ne sera versée qu'à partir du moment où les objectifs que vous avez fixés sont atteints. Donc, participation, c'est j'ai 1 euro de bénéfice, bon, je caricature un peu, mais j'ai 1 euro de bénéfice, j'applique ma formule, je vois comment ça se distribue. L'intéressement, je le construis, je vais déterminer sa durée, les objectifs à atteindre, l'enveloppe, et comme la participation, le mode de répartition. Et on peut le résumer, ce que je viens de dire, de cette manière-là, sur ce graphique, avec une première étape qui consiste à déterminer la durée de l'accord. Donc un accord doit être signé dans les 6 premiers mois de l'exercice et pour une durée qui va de 1 à 5 ans. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, 1 an et demi ou 2 ans, on avait une durée qui était bloquée à 3 ans. Maintenant, on peut aller jusqu'à 5. On peut même faire des accords d'intéressement sur 1 an qui vont ensuite se renouveler. Si vous le souhaitez, évidemment. Il n'y a pas forcément de tacite reconduction. Vous allez choisir une durée, puis on se posera la question une fois la date échue de ce qu'on souhaite faire. Est-ce qu'on souhaite arrêter l'accord, le remplacer par un autre dispositif de partage de valeur? Est-ce qu'on souhaite le renouveler dans les mêmes conditions ou avec d'autres critères? Parce que ce qui fait l'accord d'intéressement, ce sont ces critères-là. Vous voyez dans l'étape 2. Vous allez fixer des objectifs. Donc, ça peut être une atteinte de résultat, que ce soit du résultat net, du résultat courant, du résultat d'exploitation. Ça peut être de l'augmentation par rapport aux années précédentes. Et ça peut être, et ça se développe de plus en plus, des critères qualitatifs. Donc, par qualitatif, on peut entendre, par exemple, la baisse de l'accidentologie d'une structure, mais ça peut également être des critères RSE, tels que l'atteinte d'un certain niveau de certification. En gros, ce qu'il faut retenir sur l'intéressement et sur cette définition de critères, c'est qu'on peut faire à peu près ce qu'on veut, dès lors que ce que vous avez fixé est aléatoire, donc on ne doit pas être sûr de l'atteindre, et mesurable. Il ne faut pas s'amuser à aller choisir des critères qu'on est incapable de mesurer, qu'on est incapable de suivre. Donc, une fois qu'on a déterminé cette durée et ces objectifs, on va pouvoir déterminer l'enveloppe. Donc, vous allez très bien pouvoir dire si mon résultat net augmente de 10%, alors je distribue une enveloppe de 10% de ce résultat, ou une enveloppe de 20 000 euros, ou une enveloppe de X% de la masse salariale. Tout va être construit dans un accord d'intéressement, donc ce qui en fait quelque chose d'un peu moins simple dans l'idée, en tout cas dans l'idée, mais plus souple opérationnellement, puisque vous allez pouvoir avoir une maîtrise totale de votre budget, et il y aura même des années où si les objectifs ne sont pas atteints, eh ben, c'était clairement sous-entendu, il n'y aura pas de distribution. Donc, durée, objectif, enveloppe, et enfin répartition. On répartit une prime d'intéressement, non pas comme on le souhaite, à qui on le souhaite, mais comme l'a évoqué Franck juste avant pour la participation, on répartit soit au temps de présence, soit au salaire, soit un mix des deux. Donc avec une tendance aujourd'hui
qui est la répartition de temps de présence, qui permet finalement, dans un package de rémunération dans lequel on a déjà des différences de salaire, de venir réintroduire un peu d'égalité. Si vous choisissez le temps de présence, quel que soit le niveau de revenu, à temps de travail égal sur l'année, quelqu'un qui a bossé du 1er janvier au 31 décembre, ces salariés-là toucheront la même prime. Donc, soit on fait au salaire et le salarié le mieux rémunéré perçoit la prime d'intéressement la plus importante, pareil en participation, soit vous prenez du temps de présence et vous réintroduisez un peu d'égalité dans votre package global de rémunération qui doit maintenir, et Franck l'a dit aussi, les primes individuelles, puisque tous les schémas qu'on évoque ne doivent pas se substituer, on va insister beaucoup sur cette notion-là, ne doit pas se substituer au schéma que vous avez déjà en place. C'est censé être un plus pour vos collaborateurs. Et de la même manière que la participation, vous êtes encouragé par une absence de taxation qui, cette fois, ne va pas jusqu'à 50 collaborateurs pour la participation, mais jusqu'à 250. En intéressement, l'entreprise ne paye aucune charge dès lors qu'elle emploie moins de 250 salariés. Donc, c'est quand même un joli cadeau quand on va le voir après dans des schémas comparatifs de rémunération, quand vous donnez 100 en prime à un collaborateur, quand vous attribuez 100 € d'augmentation brute, ça vous coûte 140, 150. Aujourd'hui, quand vous versez une prime d'intéressement de 100 € et que vous employez moins de 250 personnes, c'est bien un coût entreprise de 100 € puisqu'il n'y a aucune charge. Voilà. Donc, différence entre participation et intéressement, c'est essentiellement cette notion d'objectif que vous allez fixer dans l'intéressement. C'est une notion de performance, de surperformance finalement par rapport à ce que vous êtes amené à faire habituellement. Troisième scénario, l'abondement dans un PE ou dans un plan d'épargne retraite. Alors ça, c'est la version la plus rapide, la version express. Vous me dites, pour demain, j'ai besoin d'un plan d'épargne d'entreprise pour 14 salariés où je définis une règle d'abondement. On peut vous ficeler l'accord quasiment en 1 heure de travail ensemble et c'est mis en place, déposé à la direction du travail sur Internet et quasiment les 13 collaborateurs 14 sont créés dans nos outils et avec le paramétrage de la règle d'abondement. C'est extrêmement simple. Je vous rappelle ce que c'est qu'un abondement. C'est lorsqu'un collaborateur fait un effort d'épargne sur un mécanisme PE péricole. Et bien, il y a un vous employeur, vous avez défini une règle de calcul qui fait que vous en rajoutez. Donc, l'expression « j'abonde en ton sens », qui est de toute façon, forcément, on ne peut pas abonder dans le sens inverse de ce que les gens font, fait que je peux rajouter une enveloppe. Je peux offrir 3 768 € en 2025 d'abondement sur un PE. Et le double sur un péricole, donc vous voyez qu'en plus on dépasse les 11 000 € de cadeaux par collaborateur si je le souhaite, uniquement par cette règle d'abondement. Les versements libres peuvent être abondés, de même que l'intéressement, la PPV et la participation. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur le schéma qu'on pouvait cumuler souvent deux mécanismes. Et bien parfois, nous avons des clients qui mettent en place un accord d'intéressement où ils ont choisi tous les critères et que si les salariés place les primes dans un PE ou dans un péricole, et il rajoute une petite touche d'abondement pour faciliter un petit peu l'épargne des collaborateurs. Un outil de fidélisation qui fonctionne très bien. Vous maîtrisez cette règle d'abondement qui fonctionne par année civile. Elle est opérationnelle du 1er janvier au 31 décembre. Et si l'année d'après, je ne peux plus verser autant ou je veux verser plus, je modifie cette règle par année civile pour que les gens aient un outil d'abondement, un montant qui soit différent. Donc, outil relativement simple à mettre en place, effectivement, qui, comme les autres, sert de fidélisation, motivation des collaborateurs, avec des enveloppes qui sont très conséquentes et il n'y a pas de notion d'analyse, de critères, d'enveloppe, de quoi que ce soit. C'est juste que j'écris noir sur blanc que je peux abonder jusqu'à 300% de ce que les gens versent, plafonné à 3 700 € sur le PE et 5 500 sur le péricole. Donc, vous voyez que je choisis un montant type et un pourcentage de ce que les gens ont versé. Et ça se met en place de façon très, très simple. Et évidemment, les montants qui sont indiqués dans le slide ne sont que des montants plafonds. Bien sûr, oui. Si vous voulez verser 150% dans la limite de 300 € ou 200% dans la limite de 1 000 €, vous le pourrez. Nous, ce qu'on a écrit dans le slide,
Voilà, c'est les plafonds de 2025. Oui, ne soyez pas effrayés par mes 11 000 euros, vous avez parfaitement raison. J'ai souvent, on a souvent vu un exemple très classique de je veux générer un SMIC net pour mes collaborateurs. Quand je verse 500 euros dans mon PE, mon employeur le triple pour arriver à 1500 euros. Vous voyez, c'est la version ultra simple. Il faut quand même générer 1500 euros d'abondement par collaborateur, mais vous voyez, tout le monde ne va pas verser. Le seul petit défaut de cette diapo et ce scénario, c'est qu'on demande sur un abonnement classique, on demande aux collaborateurs de faire un effort d'épargne. Alors, j'ai l'objection que je peux gérer facilement. Verser 500 euros, c'est pas toujours si simple pour un collaborateur, mais les outils d'épargne salariale, comme nous on le gère, permettent de faire des versements mensuels. Donc, c'est plus facile de verser 40 euros par mois qui seront à chaque fois abondés que de verser en une seule fois 500 euros. Donc, on s'adapte aussi au pouvoir d'épargne de vos salariés. Alors, il existe. Je me permets alors, parce qu'il y a une question dans le chat. Alors, il y en a plusieurs, mais celle-là, je voulais répondre. Sur l'obligation de l'employeur, est-elle considérée comme remplie, même s'il n'y a eu aucun versement du salarié? Si tu peux répondre tout de suite. La réponse est oui. J'ai mis en place un plan d'épargne entreprise avec une règle d'abondement. Personne n'a versé. Vous avez répondu à la loi en mettant en place cet acte fondateur, cet accord collectif. C'est dommage, entre guillemets, que personne n'utilise l'outil que vous avez mis en place, mais oui, tout à fait. Je réponds même, je devance une autre question, j'imagine. Dans tout ce qu'on vous montre, dans les 4 scénarios, il n'y a pas de montant. C'est la première fois qu'il n'y a pas de montant défini sur des obligations. La participation, depuis qu'elle existe, il y avait une formule légale, on avait le droit de faire moins, mais là, j'ai pas de montant. Donc, j'ai pas encore travaillé sur des projets avec la version mesquine du type je verse 50 euros d'abondement sur le PE ou je verse 30 euros de PPV ou d'intéressement. Je n'ai pas, mais potentiellement, la loi ne dit pas qu'il y a un montant minimum à offrir aux collaborateurs. Donc, c'est clair. En tout cas, voilà, c'est le fait de mettre en place l'accord qui fait que vous répondez à la loi et vous avez mis en place quelque chose qui ne sera pas utilisé, mais vous l'avez mis en tout cas en place. Et la même personne, Karine, demande, et là je vais répondre, si ça a un intérêt de mettre en place un PE sans participation, intéressement ou PPV. Et quel est l'intérêt? En fait, si vous ne faites pas d'abondement, le plan épargne entreprise seul n'a pas de sens. Non. Le plan épargne entreprise, finalement, c'est un réceptacle qui va recevoir la participation, l'intéressement ou l'abondement. Donc, si vous mettez en place le plan épargne entreprise, sans participation, sans intéressement et sans PPV, c'est que vous prévoyez un abondement. Si vous n'en prévoyez pas, il n'y a pas forcément intérêt à l'ouvrir et vous ne répondez pas à l'obligation légale. L'obligation légale, c'est pas l'ouverture d'un plan épargne, c'est l'ouverture d'un plan épargne dans lequel on pourrait avoir des flux, que ce soit la participation, l'intéressement, la PPV ou l'abondement. Ouais. Voilà. J'espère que ça a répondu à vos questions, Karine. Donc là, tu disais, Franck, versement volontaire pour déclencher l'abondement. Oui, c'est principalement ce qu'on utilise comme outil pour ce genre de cas. Il existe ce qu'on appelle un abondement unilatéral qui a été rajouté, mais qui n'est possible de mettre que sur un volet retraite. Ça s'appelle sur le péricole, le plan d'épargne retraite collectif, où là, on peut quasiment mettre en place des enveloppes qui sont extrêmement conséquentes. Alors, du coup, abondement unilatéral, c'est juste dire, tiens, j'offre une prime cash à mes collaborateurs dans le péricole sans qu'ils aient fait le moindre effort de versement dans ce cas-là, donc sans versement volontaire préalable. On voit que c'est plafonné à 3 000 euros par collaborateur et c'est porté à 6 000 euros si j'ai déjà un accord d'intéressement de participation. Donc, on est aussi sur des montants extrêmement conséquents. Là, c'est vraiment une gestion des seniors complète où j'accompagne mes collaborateurs que sur le volet retraite, où je leur verse un montant type assez massif comme ça. On voit qu'on est aussi dans l'enveloppe et dans le débat de rajouter une prime qui est exonérée de tout. On verra dans la diapo d'après, j'imagine que le forfait social pour les entreprises de moins de 50 salariés est toujours à 0%. Vous voyez, on a quand même des bonnes nouvelles. On dit que ce sont des obligations, mais voilà, la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, l'abondement pour le moins de 50 salariés est chargé à 0% pour le PE et pour le péricole dans ce cas-là. Donc, c'est tout de même toujours des enveloppes cadeaux qui valent un peu moins cher que des enveloppes classiques de rémunération et bonus. Le comparatif de l'abondement avec une prime d'intéressement de participation et une prime classique, c'est un grand classique de tout ce qu'on fait, nous, en droit social dans notre métier avec Jérôme. C'est un grand classique parce qu'il n'y a qu'en France où on a autant de niches fiscales et sociales sur des outils de rémunération. Dans le reste du monde, souvent, on a un salaire, des bonus, des variables qui sont chargés à bloc. Même des mécanismes spécifiques sont chargés naturellement. Nous, en France,
on a des niches qui font qu'on peut payer moins d'impôts, moins de charges en tant que dirigeant et en tant que salarié. Une prime classique, elle est souvent chargée quasiment à 50%. Donc, lorsque je donne 1 000 € à un collaborateur, moi, dirigeant, ça m'a coûté 1 500 € en coût global. Le collaborateur a eu des charges salariales, prélèvements sociaux et de l'imposition sur cette prime qui a été payée cash avec du prélèvement à la source. Et on finit quasiment avec un montant à 550 €. Ouais, le taux d'efficacité est assez catastrophique. On est en France et lorsque j'ai dépensé 1 500 €, le collaborateur a quasiment à la fin de la fin perçu 3 fois moins que ce que moi, ça m'a coûté en tant que dirigeant. Bon, c'est le système français qui fait qu'on a une protection sociale qui est ultra développée et qu'on cotise à beaucoup, beaucoup de choses avec des taux qui sont énormes. Si j'ai une prime d'intéressement ou de participation qui est placée dans un PE, c'est 1 000 € n'ont coûté que 1 000 € aux collaborateurs et à l'entreprise, pardon. Je n'ai que des prélèvements sociaux à l'entrée sur l'intéressement, l'abondement et le PE. On voit que c'est le même cas pour les deux cas. Et le collaborateur va investir 903 € sur son PE péricole. Vous voyez, participation, intéressement et abondement, je n'ai que des prélèvements sociaux et que l'enveloppe ne m'a coûté que 1 000 € pour que moi, salarié, j'investisse 903 € dans un mécanisme d'épargne salariale. Donc là, le taux d'efficacité est vraiment différent. Et si j'ai voulu toucher la prime cash de participation et d'intéressement en paiement immédiat, on m'a rajouté de l'imposition et j'ai quand même perçu une centaine d'euros en plus que ce que j'avais perçu sur ma prime. Mais l'employeur n'a payé que 1 000 € pour générer une prime de 651 € qui seront investis. En tout cas, le comparatif, il est assez flagrant. La liberté, elle a un prix, mais dès que je peux placer des primes qui ont la bonne nature de primes, participation, intéressement et abondement dans un mécanisme d'épargne salariale, eh bien, je n'ai pas de forfait social, je n'ai pas de charge, je n'ai que des prélèvements sociaux pour le salarié à l'entrée. Et si je choisis de vraiment placer sans aucune imposition, blocage 5 ans, 16 cas de déblocage anticipé qui font qu'on est sur de l'épargne tout de même court terme qui est très utilisée par les utilisateurs en général. Alors, vous le voyez à l'écran, c'est le slide là, il est pour les entreprises de moins de 50 salariés, raison pour laquelle on n'a pas de forfait social. Ce qui permet de répondre à la question de Cindy qui demandait quand on avait plus de 250 collaborateurs, mais moins de 250, à quel forfait social on était soumis. Est-ce qu'on était à 0 ou à 20? Et bien Cindy, en fait, ça va dépendre. Sur votre participation, vous serez à 20%, mais si vous mettez en place de l'intéressement, vu que vous êtes à moins de 250, là, vous serez à 0. En fait, il va y avoir un forfait social qui va être différent et qui est lié au flux lui-même. Donc, si on a 60, 70, 80 collaborateurs, on a 20% de forfait social sur la participation et aucun. C'est l'avantage sur l'intéressement. Je reviens sur ce point-là. On trouve très souvent des entreprises de 200 salariés qui ont de la participation aux bénéfices. Forcément, c'est obligatoire. Mais la formule, je vous rappelle, c'était 5% des bénéfices moins la moitié des bénéfices moins 5% des capitaux propres. Les entreprises qui ont beaucoup de capitaux propres, qui ont beaucoup de réserves, les capitaux propres fusillent la formule de participation aux bénéfices. Donc parfois, j'ai une entreprise très rentable, mais la formule comptable de participation génère une prime à 0, ce qui est frustrant socialement, même par rapport à ses représentants, ses salariés. Donc les entreprises travaillent très souvent un accord d'intéressement sur mesure, bien évidemment, pour générer des primes qui seront assez décentes, pour que dans le climat social, il y ait quand même des rémunérations qui soient complémentaires. Ben, l'avantage, c'est que la participation génère 0 et que l'intéressement pour le 200 salariés est chargé à 0%. Donc, la bonne nouvelle, c'est que pour ces structures-là, l'enveloppe complémentaire, elle sera bien plus rentable et chargée à 0%. Donc, de toute façon, c'est intéressant de piloter un petit peu ce type d'enveloppe, mais l'intéressement est un superbe outil qui, jusqu'à 250 salariés, est chargé à 0%. Donc, c'est un sujet à bien travailler. On vient d'évoquer les trois des 4 dispositifs de partage de valeur éligibles à la loi. On va finir par... non, parce qu'on aura d'autres choses à évoquer après. Mais le 4e dispositif, c'est la prime de partage de valeur, anciennement appelée prime PEPA, emploi pouvoir d'achat, pas exceptionnel pouvoir d'achat, anciennement appelée ou improprement appelée prime Macron, qui est pérennisée. Qui est pérennisée à tel point qu'on vient d'avoir l'info que dans le bulletin officiel de la Sécurité sociale, on a enfin une entrée épargne salariale. Et le premier thème évoqué dans le bulletin de la Sécu, c'est la prime de partage de valeur. Donc, quelques points sur la prime de partage de valeur. Je vous rappelle qu'elle n'est pas éligible pour le dirigeant, alors que l'abondement, l'intéressement peuvent l'être sous condition. On ne l'a pas forcément évoqué parce qu'on essaie de pas trop complexifier le sujet. La prime de partage de valeur, elle ne peut pas être attribuée
aux mandataires sociaux. Elle est de 3 000 € maximum, peut être portée, vous le voyez à l'écran, à 6 000 € si l'entreprise est titulaire d'un accord, enfin, possède un accord d'intéressement ou un accord de participation facultatif. Et elle est étrangement aujourd'hui traitée différemment selon la taille de l'entreprise. Puisqu'il y a une espèce de différence qu'on estime parfois à la limite de l'inconstitutionnalité, mais bon, ça c'est un débat. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une entreprise de moins de 50 collaborateurs, votre prime Macron est totalement exonérée de charges patronales, de charges salariales, d'impôts sur le revenu, pour tous les salariés qui perçoivent moins de 3 fois le SMIC. Dès lors qu'on perçoit plus de 3 SMIC, la prime Macron, la prime de partage de valeur, pardon, est imposable à l'impôt sur le revenu. Mais ça, c'est le traitement qui a toujours existé sur la PEPA et la PPV maintenant. Par contre, les entreprises de plus de 50 personnes, depuis 2024, voient leur prime de partage de valeur être soumise à la CSG et à l'impôt sur le revenu. Donc, pour les salariés, pas de forfait social en dessous de 250 personnes, mais 9,70 de CSG, comme l'intéressement, comme la participation, éventuellement de l'impôt sur le revenu. Donc, il y a ce changement-là qui est intervenu, avec une espèce de contrepartie qui est finalement la possibilité, comme pour la participation, comme pour l'intéressement, de venir placer la PPV dans un plan épargne entreprise pour l'exonérer d'impôt sur le revenu pour le salarié. Donc, cette différence entre entreprises de moins de 50 et plus de 50 est censée perdurer au moins jusqu'au 31 décembre 2026 et logiquement devrait avoir un régime fiscal et social aligné à partir du 1er janvier 2027. Et je ne vais pas vous faire un dessin, vous savez sûrement dans quel sens ça va être aligné. Donc, à ce moment-là, la prime de partage de valeur sera soumise, un peu comme la participation et l'intéressement, à une interrogation systématique des salariés pour savoir s'ils veulent la percevoir ou la placer. Interrogation qu'on fait déjà aujourd'hui pour nos entreprises de plus de 50. Parce qu'on leur propose, en avenantant nos plans, en allant rédiger un avenant à nos plans d'épargne, de venir désigner la prime de partage de valeur comme étant un flux épargne salariale au même titre que l'intéressement, la participation et l'amendement, ce qui permet ensuite de proposer aux collaborateurs le placement dans le plan et selon le niveau de taxation de ces collaborateurs-là, ça peut faire une économie assez substantielle. Donc la PPV, comme l'intéressement, comme la participation, peut vous accompagner dans la rédaction, mais c'est quelque chose que vos comptables font déjà. Vous avez l'habitude peut-être pour la plupart de rédiger depuis 2019, année d'entrée en vigueur de ce type de prime. Mais retenez bien que depuis 2024, on a une taxation pour les entreprises de plus de 50 personnes. On essaye au maximum de ne pas fiscaliser les salariés. Et on s'est rendu compte que du coup, la réglementation avait changé. Je vous donne un exemple, j'ai équipé une entreprise de 40 salariés il n'y a pas très longtemps qui versait une PPV à ses collaborateurs. À la base, moins de 50 salariés, la prime n'est pas imposée, sauf pour les gens qui gagnent plus de 3 SMIC. Mais j'avais 8 personnes sur 40 qui avaient des rémunérations assez conséquentes avec plus de 3 SMIC et ça aurait été dommage de fiscaliser ces primes pour ces 8 personnes. Donc, on a ouvert un plan d'épargne d'entreprise et on a géré la prime de partage de la valeur. Et il n'y a que 8 personnes sur 40 qui ont placé la prime, mais c'est les gens qui avaient des salaires assez conséquents. Donc, on s'adapte tout de même à ça. On essaye tout de même de ne pas obliger les gens à fiscaliser les primes et à laisser un choix pour les collaborateurs de les piloter comme ça. Ça, c'est clair. Donc, la prime de partage de valeur est un des 4 dispositifs visés par la loi. Donc, si vous la versez, si vous souhaitez continuer à la verser, vous remplissez votre obligation légale. Oui. Voilà. La question qui peut se poser et sur laquelle s'interrogent beaucoup de nos clients, c'est est-ce le meilleur outil de fidélisation parmi les 4 ? Beaucoup de nos dirigeants nous font part que la prime de partage de valeur, liée à une absence d'objectif, peut parfois être considérée comme un dû et souhaitent soit la remplacer par un accord d'intéressement, parce qu'il peut y avoir, on parlait de non-substitution, mais il peut y avoir substitution des dispositifs de partage de valeur entre eux, ou de la faire cohabiter avec un accord d'intéressement ou un accord de participation. Si on raisonne purement légal, purement obligation réglementaire, vous versez de la PPV, vous êtes tranquille. Si la direction du travail passe, il suffira de montrer votre décision unilatérale, le virement de versement, et c'est réglé. Par contre, nous, notre boulot, c'est de dire, voilà, vous versez de la PPV
Pour autant, on va bien vous expliquer quels sont les dispositifs existants pour savoir si vous ne voulez pas rajouter quelque chose pour fidéliser un peu plus, pour attirer aussi un peu plus les collaborateurs. Et souvent, c'est vrai que des accords d'intéressement sur des durées plus longues peuvent être mieux perçus dans ce cadre-là. Voilà. Pour le moment, c'est l'intéressement qui est quand même le plus choisi par les groupes que l'on accompagne, parce que je choisis tous les critères, j'analyse un peu le côté gagnant-gagnant avec mes collaborateurs pour leur dire que déjà, si j'ai gagné de l'argent, j'en donne, et on rajoute des fois des petits critères qui vont bien par rapport à chaque activité de l'entreprise. C'est l'accord qui se rapproche le plus de la vie d'une entreprise. Ça va être des indicateurs de satisfaction et taux de remplissage d'un hôtel, ça va être la consommation d'essence sur des pneus de transporteurs routiers, ça va être l'avancement dans une bibliothèque d'un vaccin, ça va être des pièces de rebut, accident du travail en métallurgie chimie. Vous voyez, on peut vraiment rajouter le petit facteur qui rajoute un peu de peps à l'enveloppe, avec déjà un côté financier souvent pour commencer, pour dire mon résultat net, mon EBE a atteint ce seuil-là, donc je peux me permettre de générer une prime. Mais on n'a pas de préférence, nous, avec Jérôme, mais on se rend compte que le sujet le plus passionnant, c'est tout de même de définir avec vous, dirigeants, les bons critères pour améliorer la capacité, le côté financier de l'entreprise, s'améliorer sur des points où on n'est pas très bon encore. Ça sert un petit peu à ça. Donc c'est 80% de nos projets qui sont actuellement sur des accords d'intéressement où on peut vous accompagner, mais en tout cas choisir les critères de façon assez rapide. Je vais répondre rapidement à la question de Cindy. Savez-vous comment nous pouvons mettre en œuvre un accord d'intéressement dans une entreprise de plus de 50 salariés qui n'a ni CSE ni délégué syndical? Vous pouvez le faire tout simplement par une ratification aux 2/3 des collaborateurs. Donc, vous avez une feuille d'émargement et il faut que 2/3 de vos salariés aient coché oui pour la mise en place de l'accord. Et ça vous permet après de le déposer auprès de la direction du travail. Ma réponse aurait pu être un peu différente dans une entreprise de moins de 50, parce que dans une entreprise de moins de 50 personnes dépourvues d'accord de branche, on peut faire un accord entre soi et soi et fonctionner par décision unilatérale. Voilà. Mais là, vous êtes plus de 50, vous ne pouvez pas. Donc, simplement, une ratification des 2/3. C'est l'ensemble du personnel que vous allez convier à se prononcer sur l'accord. Donc, vous leur remettez l'accord. Il y a une feuille d'émargement derrière avec les noms, prénoms, oui, non, signature. Et si à la fin, vous avez plus de 60, ça atteint les 67% de oui, votre accord pourra être déposé et sera effectif. Ensuite, on a terminé sur les 4 dispositifs de partage de valeur. Donc, on va arriver sur les autres mesures de la loi, parce qu'il y a quelques points supplémentaires. On a quelques minutes de retard, j'ai l'impression, avec Franck par rapport au timing, mais c'est moins catastrophique que ce qu'on pouvait imaginer. On a tendance à parler beaucoup. Donc, Franck, je vais te laisser évoquer le PPVE rapidement. Oui. Alors, il y a un chapitre qui est prévu dans la loi qui s'appelle le plan de partage de la valorisation de l'entreprise, la PPVE. C'est mettre en place dans une entreprise un système qui a une durée de 3 ans. Qui dirait quoi? Qui dirait que si la valorisation de l'entreprise a évolué positivement sur cette durée de contrat, eh bien, je vais pouvoir générer des primes. Alors, je m'explique un peu plus clairement. Ça ressemblerait vraiment à ce qu'on met en place en termes d'actionnariat salarié non coté, où je valorise mon entreprise avec des choses très, très carrées sur comment est-ce que vaut une action de mon entreprise et combien vaut la valorisation. Et si j'ai une belle progression de la valorisation de mon entreprise, eh bien, je vais pouvoir verser un pourcentage, un montant spécifique qui sera, on voit, qui est chargé à 20% et qui a un plafond de 3/4 d'un plafond de sécu, effectivement, sur ce type de versement. Ça ressemble un petit peu à des contraintes d'actionnariat salarié non coté, mais sans que les gens deviennent actionnaires en direct de l'entreprise, où vraiment je suis récompensé sur la valorisation de l'entreprise avec un taux de variation contesté sur les 3 dernières années de la valeur de l'entreprise qui soit positive. C'est un peu compliqué. J'ai eu, à titre personnel, en 2 ans aucune demande sur ce sujet-là, mais c'est pas pour ça que ça n'arrivera pas. On peut effectivement, si on dépasse pas 1 766 € de prime, eh bien, on est dans les bonnes exonérations de primes et ça pourra être placé. Mais en tout cas, on peut pas abonder cette prime lorsqu'elle sera placée dans un plan d'épargne d'entreprise. Mais c'est un sujet intéressant. Par contre, je reconnais que
comme on a un peu les contraintes de valorisation d'une entreprise, et ça ressemble beaucoup aux contraintes de valorisation d'actionnariat non coté, on a plus de clients qui sont vraiment maintenant demandeurs de travailler sur de l'ouverture de capital classique pour que les gens deviennent vraiment actionnaires, ce qui a un côté très symbolique de permettre à mes collaborateurs de devenir actionnaires de mon entreprise si j'ai vendu un pourcentage de mon capital à ces collaborateurs via de l'épargne salariale. Donc, pas inintéressant, mais pour le moment, c'est le néant complet de ce genre de culture de projet. À voir effectivement au fil du temps si on a des demandes spécifiques. Pardon. Autre disposition qui est la disposition préférée des RH en ce moment, des entreprises de plus de 50. Un point de la loi oblige les entreprises qui sont soumises à la participation et qui ont au moins un délégué syndical de venir négocier avec ce délégué syndical sur la notion de bénéfice exceptionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, donc sa direction, son service de ressources humaines, négocie avec le délégué syndical sur ce qui serait considéré dans la structure comme étant un bénéfice exceptionnel, donc qui serait peu récurrent et qui serait forcément un peu difficile à atteindre. Donc, il faut définir quel serait ce niveau de bénéfice. Ça peut être un montant, ça peut être une progression par rapport aux années précédentes. Par exemple, sera considéré comme étant un bénéfice exceptionnel un doublement du résultat de la moyenne des 3 dernières années. Voilà. Et il faut ensuite déterminer, soit en même temps, soit en renvoyant des négociations ultérieures, ce qui se passerait en cas d'atteinte de ce bénéfice exceptionnel. À savoir le versement d'un supplément de participation, la négociation d'un accord d'intéressement, le versement d'une PPV, voire de l'abondement sur les plans. Donc ça, c'est une disposition qui n'est pas forcément la plus connue de la loi partage de valeur, sur laquelle on essaye de communiquer beaucoup auprès de nos clients qui sont concernés. Donc double critère, plus de 50, mais qui ont un délégué syndical. Voilà. Et après, par un avenant, notamment à l'accord de participation, on vient déterminer tout ça. Et là encore, on dépose auprès de la direction du travail. Voilà, je ne sais pas quel est le public aujourd'hui dans la salle. Moins de 50 ne sont pas concernés. J'avais des questions tout à l'heure sur entreprises de plus de 50 sans délégué syndical ni CSE, pas concernées non plus. Par contre, les entreprises de taille un peu plus importante qui ont des délégués syndicaux doivent être au courant de ce point-là de la loi parce que la négociation devait avoir lieu avant le 30 juin 2024. Il y a une tolérance jusqu'au 31/12/2024. Il y a d'autres tolérances qui ont été repoussées au 30 juin 2025 parce que, en termes d'information, de pédagogie, de rédaction, ça peut prendre un peu de temps. Je ne sais même plus si ce point-là est concerné. Il faudra que je vérifie. Mais en tout cas, il faut qu'on fasse travail de pédagogie pour que vous soyez à jour de toutes vos obligations sociales, en tout cas en matière de rémunération. Et finalement, dernier point qu'on va traiter, je vais te laisser faire, Franck, c'est la partie cas de déblocage. Oui, et sachez que depuis le mois d'octobre, dernier décret d'application, on a 3 nouveaux cas de déblocage anticipés qui sont rajoutés uniquement sur le plan d'épargne d'entreprise, qui sont très RSE, très tendance. Je peux me faire rembourser les dépenses de rénovation énergétique liées à ma résidence principale. Je peux acheter un véhicule propre, que ce soit voiture, moto, scooter et vélo. Je teste à titre personnel l'achat d'un vélo électrique à la fin de la semaine. Donc, je testerai si ça fonctionne bien dans nos cas de déblocage anticipé. Et puis, si je suis ce qu'on appelle un proche aidant et que j'ai une personne malade sur mon temps de travail, en tout cas, je vais pouvoir rembourser les frais associés à cet accompagnement. Il y a, je crois, 8 millions de Français qui sont des proches aidants. Donc, ce sont des choses très utilisées. Voilà, sachez que voilà, on est là pour vous accompagner. Il y a plein de cas de déblocage anticipé qui sont dans le PPT qu'on vous laissera bien évidemment, qui font qu'on est quasiment à 15-16 cas sur le PE et 6-7 cas sur le péricole. Il faut bien mémoriser, c'est que dans le péricole, il y a uniquement la résidence principale qui est un cas court terme sympathique. Les autres sont des cas de force majeure. On a fini. Alors, juste pour conclure, déjà avant de lire vos questions, 4 scénarios possibles. Je le redis, on n'a pas de préférence. On est là pour aussi vous accompagner, nous, sur les bons choix, des accords à rédiger. On a un petit peu la matière grise en droit social sur ce genre de cas, des avenants, des mises en place. Merci bien de votre attention en tout cas. Une obligation qui est une belle opportunité et si l'entreprise est rentable et qu'il n'y avait aucun mécanisme de mise en place, c'est l'occasion de définir une enveloppe cadeau. On part de ce prérequis. Je définis l'enveloppe cadeau qui va bien pour voir comment est-ce que je choisis le bon outil et comment je rémunère mes collaborateurs sur cette enveloppe qui est supplémentaire. On va rebalayer vos questions. Je crois qu'il y en a encore.
Il y en a encore, oui. Merci Jérôme et Franck. Ouais, donc, comme je l'ai écrit dans le chat, c'est le moment de poser toutes vos questions. Allez-y. Peut-être qu'on peut reprendre les dernières questions qui ont été posées. Je ne suis pas sûr que vous y ayez répondu. Non, celle-là, dans les deux dernières. De Catherine, que doit mettre en place une entreprise de plus de 50 salariés sans CSE, sans bénéfice de plus d'1% et qui ne doit pas encore mettre en place de participation. Alors là, j'ai tendance à répondre, Catherine, rien. Quand vous dépassez les 50, vous avez un délai de 5 ans pour mettre en place la participation. Vous devez couvrir le 6e exercice à plus de 50 personnes. Dès lors que vous passez en dessous des 50, le délai de 5 ans recommence. Donc, si vous n'avez pas fini votre délai de 5 ans et que vous avez une rentabilité inférieure à 1%, vous n'êtes pas concerné par la loi partage de valeur et vous n'avez pas d'obligation de mettre en place quelque chose maintenant. Votre obligation sera la mise en place de l'accord de participation après votre délai de 5 ans. Voilà. Donc, pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et après, il y a l'obligation et il y a ce qu'on a envie et qu'on peut mettre Exactement. aussi. Et Michel nous demande, pour les entreprises de moins de 10 salariés notamment, c'est quoi la tendance? Est-ce que c'est l'intéressement? Est-ce que c'est autre chose? Bon, je dirais que on travaille systématiquement beaucoup l'accord d'intéressement tout de même, parce que même j'ai équipé une entreprise de 5-6 salariés il n'y a pas très longtemps qui avait une certaine rentabilité et ça va générer des primes de 2 000 € par personne. Mais l'avantage de l'intéressement, c'est qu'il n'y a pas de risque. Et si je dis si j'ai atteint ça, je donne ça, mais si je ne l'ai pas atteint, je génère pas de prime. Donc on est sur des accords qui sont très bien ficelés. Parfois, je le fais que pour 1 an pour vérifier un petit peu ce qui va se passer. Et après, je pars sur une durée de 3 ans. Mais si j'ai gagné de l'argent, j'en donne. C'est un résumé de l'accord d'intéressement qui fonctionne plutôt bien. Je voulais juste revenir aussi sur le fait que dès que je dépasse 50 salariés, pour de l'intéressement de la participation, si je n'ai pas de partenaires sociaux, je dois vraiment ratifier mes accords aux 2 tiers des collaborateurs. C'est un des 3 modes de ratification qui est assez classique, qui fait vraiment partie de la nature même de l'intéressement de la participation depuis leur création. Donc, c'est le seul cas où on fait un référendum en droit social pour mettre en place des accords, je reconnais. Mais oui, à 60 salariés, 70 salariés, si j'ai une carence en CSE, je questionne tous mes collaborateurs pour savoir s'ils sont d'accord pour mettre les primes. Et en général, ils sont d'accord. Et pour répondre aussi à Michel, faire une précision, en fait, les entreprises de moins de 10 salariés, enfin, ou une dizaine de salariés, ont souvent, dans le passé, travaillé sur le système d'abondement. Donc, c'est ce qu'avait évoqué Franck, versement volontaire du collaborateur égale contribution supplémentaire de l'entreprise. Donc, en fait, ça peut être un moyen de le faire aussi qui est très facile. La grande question qui se pose et qui fait que l'intéressement peut être privilégié aussi, même dans des structures de cette taille, c'est l'effort, ce fameux effort du collaborateur. L'intéressement, c'est de la prime que l'entreprise verse, il n'y a pas d'effort de trésorerie du salarié. L'abondement, pour en bénéficier, il faut avoir fait un versement volontaire. Donc, c'est vrai que dans une entreprise de 10 salariés qui ont mis de l'abondement, selon le niveau de rémunération, selon les trains de vie, selon la composition familiale, on n'a peut-être pas les moyens de le faire. Donc, ça peut parfois amener à des plans épargne qui n'ont pas forcément beaucoup d'encours, alors que l'intéressement vous permet de distribuer à tout le monde. Tout le monde va percevoir, alors que finalement, en abondement, ne vont toucher l'abondement que ceux qui ont eu la capacité de faire le versement volontaire. Alors, on a Cindy qui nous demande s'il est obligatoire de mettre en place un PEE si on instaure de l'intéressement. Alors non, dans les textes, il n'y a pas de chapitre qui dit je suis obligé de mettre un PE et de questionner mes collaborateurs sur une prime d'intéressement. Donc je pourrais payer cash toutes mes primes systématiquement quand ça génère une enveloppe de primes à payer. Mais franchement, dans les faits, on n'a aucun client qui n'a pas voulu mettre un PE en place, parce que déjà, ça coûte quasiment rien de mettre un PE en place, parce que obliger tous les collaborateurs à toucher une prime et à la fiscaliser, ça va à l'encontre de ce qui se passe actuellement dans tous ces mécanismes d'épargne salariale. Donc, pas d'obligation, mais dans les faits, on rajoute quasiment systématiquement même le PE et le péricole en vernis de base. Les collaborateurs, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent choisir le paiement immédiat ou le placement, mais obliger toute une entreprise, tous les collaborateurs à être fiscalisés sur une prime, c'est pour ça aussi que même pour les PPV, on va de plus en plus rajouter ce genre de cas. Sachez que pour la participation aux bénéfices, on a l'obligation de mettre en place un PE pour recevoir et collecter les primes. On a Géraldine qui nous demande, peut-on mettre en place un abondement sur un versement de jours de congé non pris sur un PE? Alors là, je te laisse répondre, Franck. Le jour de repos non pris sur le PE, c'est ta spécialité. Voilà, alors
Sur le papier, oui. Oui, on peut. On peut. Par contre, je n'ai pas de cas. C'est une triple peine de mettre des jours non pris dans un PE. Parce que quand je demande à transformer des jours en argent pour les basculer sur un PE, ça passe sur une fiche de paye classique. Et du coup, les jours sont fiscalisés, chargés et bloqués pendant 5 ans. La passerelle jour non pris, elle marche essentiellement avec un plan d'épargne retraite, où c'est dans ce PER où j'ai une exonération de charges patronales et salariales et pas d'imposition pour le salarié. Donc monétariser des jours non pris, peu importe que ça sorte d'un compte épargne-temps ou en classique, c'est quasiment uniquement sur un plan d'épargne retraite que je bascule ces jours non pris. Tout le monde paye moins de charges, on ne paye pas d'impôt pour le collaborateur, et ces flux-là, je peux choisir de mettre une règle d'abondement. Donc ça fonctionne. Mais on n'a aucun client. Nous, on gère dans mon équipe, on gère 4000 entreprises en épargne salariale. On n'a aucun client qui bascule des jours non pris dans un PE parce que c'est chargé à bloc, fiscalisé dans tous les sens, et donc rebloqué pendant 5 ans. Mais sur le papier, ça pourrait fonctionner. Il vaut mieux choisir une règle d'abondement sur le péricole, où je mets mes jours non pris sur le péricole. Ok, alors on n'a pas d'autres questions pour l'instant, n'hésitez pas, il reste encore 3-4 minutes de temps, sinon on conclura sans problème aussi, hein, mais si vous avez des questions, bah, c'est le moment. Il y a déjà eu pas mal de questions, enfin, c'est vrai, vous avez de répondre en cours, mais voilà, il y a des questions pertinentes, et on voit hein, par le niveau des questions qu'il y a des interrogations sur ces sujets-là. Ouais. J'avais juste une remarque. Parfois, dans un groupe où j'ai 2 entreprises de moins de 11 salariés et une de 40 salariés, ce serait parfois aussi frustrant peut-être de n'équiper que l'entreprise qui a plus de 40 parce que c'est la loi qui l'oblige, et de ne pas se mettre en place sur les sociétés qui sont plus petites. Donc pensez-y dans l'égalité un peu salariale des rémunérations des collaborateurs pour ne pas créer de jalousie. Parfois, même si je ne suis pas dans le cut du plus de 11 salariés, ça peut être intéressant de tout de même mettre un vernis de base partout, parce que si je commence vraiment à en mettre que d'un côté et pas de l'autre, on s'est rendu compte que parfois ça crée des frustrations, et je vais aller plus loin, et parfois la solution c'est je mets un accord groupe en fait. Je mets soit de la participation groupe, soit de l'intéressement groupe, qui fait que j'englobe tout le monde et que j'ai résolu mon problème. J'aurai plus d'obligation de quoi que ce soit parce que j'ai déjà répondu à toutes mes entreprises, et chaque entreprise aura une enveloppe de rémunération complémentaire. Donc attention, dès que j'ai plusieurs entreprises, c'est parfois vraiment frustrant de se dire, eux là en face, ils ont 2 mois de participation d'intéressement en plus, et nous on n'a rien du tout. C'est un vrai sujet, notamment dans les entreprises qui partagent des mêmes locaux. Oui. Vous êtes vous avez un groupe à des structures qui sont sur des lieux géographiques différents, ça se gère. Même si les collaborateurs peuvent communiquer entre eux. Sur des entreprises qui sont abritées au même endroit, c'est vrai que c'est difficile. Il y a la jalousie dont parlait Franck, on nous en parle assez régulièrement. Des RH qui nous disent, voilà, on a de la participation sur la société A, on n'a rien sur la société B. Les collaborateurs de la société B font en général remonter, soit directement à la direction, soit via le représentant du personnel, leur volonté d'être traités de la même manière que la société A. Donc, soit on fait des accords différents entre A et B, soit, comme vient de l'évoquer Franck, on englobe tout le monde dans le même accord, on met les mêmes règles pour tout le monde, et ça peut permettre, notamment quand les entreprises travaillent l'une pour l'autre, qu'il y a de l'intragroupe, tout le monde tire dans le même sens. On a une question, ce sera peut-être la dernière qu'on traitera, de Nathalie. Comment se passe l'intéressement avec des salariés fixes et des salariés extra d'hôtellerie, en CDD notamment? Alors, tu veux y aller, Franck, ou j'y vais? Vas-y, tu es le spécialiste de l'hôtellerie. Vas-y. Je l'apprends. C'est ça. Alors, sont bénéficiaires, en fait, de l'intéressement l'intégralité des collaborateurs qui ont plus de 3 mois d'ancienneté. C'est le maximum d'ancienneté qu'on peut déterminer dans une entreprise. Donc, imaginons vous mettez en place un accord en 2025, vous avez des CDD qui ne sont restés qu'un mois, qui ne seront pas bénéficiaires de la prime qui sera versée en 2026. Si l'objectif est atteint, évidemment. Par contre, si vous avez des CDD de 3-4 mois, au prorata de leur temps passé au sein de la structure, ils vont percevoir une partie de la prime d'intéressement, dans mon exemple, en 2026, au titre de l'exercice 2025. Voilà. C'est peut-être la différence, secteur d'activité là,
où la PPV peut avoir du sens, puisque la PPV, enfin, vous devez comprendre l'intéressement comme la participation, il y a un système de prorata. La PPV, elle, donc la prime de partage de valeur, est attribuée aux collaborateurs présents dans l'entreprise au moment soit de la décision unilatérale, soit du versement. En gros, qui sont en général quasi concomitants. Donc voilà, il faut voir un petit peu comment traiter ça. C'est un vrai sujet sur de l'hôtellerie, sur des campings, sur les Station de ski. les stations ski, sur les activités qui recourent aux saisonniers. Je finis par un point d'alerte, la PPV, on l'oublie très souvent parce que c'est un peu spécial. Lorsque je verse une PPV, je dois la verser aussi à mes intérimaires, ce qui pose des problèmes en paye assez complexes de devoir rémunérer des gens qui en fait ne sont pas salariés de l'entreprise sur ce genre de prime. Donc n'oubliez pas que la PPV peut être parfois, il y a un frein tout de même, c'est que si j'ai des intérimaires, ça ne fonctionne plus. Est-ce qu'on a répondu à votre question, Nathalie? On va voir. Si nous répondons dans le chat. En tout cas, merci. On arrive au bout de ce webinaire. Merci Franck et Jérôme. Merci Christophe, merci Karine. Très clair. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là en début de webinaire, sachez que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le revoir en replay ou le partager à des personnes que ça peut intéresser. Vous recevrez aussi le support de présentation qui sera téléchargeable. Webikio va vous envoyer un lien. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne de l'IRCE sur Webikio. On aborde plein de sujets sur la stratégie d'entreprise, sur la stratégie commerciale et de communication, sur le management, sur le financement. Donc n'hésitez pas, c'est beaucoup de contenu et du contenu gratuit. Si vous avez besoin d'être accompagné dans votre stratégie au sens large, stratégie de développement, de croissance de votre entreprise, on est là pour vous aider. Et puis bien sûr, toutes les questions d'expertise sur les sujets que vous venez de voir dans le webinaire, d'épargne ou de financement bancaire, n'hésitez pas à contacter nos deux experts, Jérôme et Franck, dont les coordonnées seront sur le support. Merci à tous. Merci à tous, très bonne journée. Très bonne journée. Et puis pour ceux qui suivent la chaîne, on se retrouve dès jeudi, puisqu'on a un webinaire sur les statuts d'entreprise, pour ceux qui ont des projets de création d'entreprise notamment. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir.